Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live récapitulatif de la deuxième nuit de WrestleMania. C'était moins bien. C'était pas au niveau de la première nuit d'après moi. On est sur quelque chose d'un peu plus de l'enthousiasme un peu plus réservé, on va dire ça comme ça. Alors, je vous préviens, je suis un petit peu fatigué. Je suis la fatigue commence doucement à s'installer bien. Je regarde vite fait si le son est bon. Ouais, c'est bon, on n'a pas de problème. Merci beaucoup à Vic Bibou pour son abonnement que je n'ai pas entendu. Je ne sais pas pourquoi. Je dois avoir peut-être un petit problème de son. Non, j'ai pas de problème de son. Donc je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas entendu ton abonnement. Mais merci à toi. On va y aller. On va parler de cette deuxième nuit de WrestleMania, les points positifs, les points négatifs. Beaucoup de points positifs quand même. Hein. C'était moins bien que la première nuit, mais c'était pas mauvais à proprement parler. Il y a eu de mauvaises choses, mais globalement, j'ai trouvé qu'on était plutôt sur quelque chose de globalement positif, d'après moi. Et on va commencer avec ce par quoi WrestleMania commence tout le temps, c'est-à-dire la reprise de America the Beautiful par Ashland Craft, la nouvelle voix de la country, semble-t-il, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Jamais entendu parler, mais c'était une interprétation tout à fait sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait deux interprétations différentes d'America the Beautiful, du fait qu'il y ait deux nuits de WrestleMania, je trouve ça chouette. J'ai bien aimé ça. Ensuite, on a eu la même vidéo d'introduction. Ensuite, on a eu Hulk Hogan et Titus O'Neil déguisés en pirates qui nous parlent du show qu'on va voir en utilisant le bon jargon de la piraterie. Ouais, t'as bien fait de m'interrompre, j'allais faire de la merde. Merci beaucoup à Servant25 pour son abonnement d'une durée de 2 mois. C'est très gentil de ta part. Donc ouais, voilà. Hulk Hogan s'est encore fait huer, la WWE a encore essayé de masquer ça autant qu'elle pouvait. C'était pas parfait comme masquage, mais c'était, écoutez, c'est ce que c'est. Mais parlons des matchs, on est surtout là pour ça, et en l'occurrence, on va parler du premier match de la soirée, Randy Orton contre The Fiend. Alors, ma note va peut-être vous surprendre parce que j'ai vu beaucoup de gens vraiment détester très fort ce match. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit dans la catégorie D, voire plus bas. Mais, on va faire le détail de ce qui s'est passé. D'abord, Randy Orton est arrivé sur le ring avec un slip blanc. Je dis faire le détail, vous inquiétez pas, on va pas être sur ce niveau de détail à chaque fois, mais là, juste, j'aimerais qu'on parle de ça parce que d'une part, c'est surprenant. Randy Orton vient toujours en noir. C'est genre, il porte du noir absolument tout le temps. Le voir en blanc, pour moi, ça m'évoque deux trucs. D'une part, est-ce qu'il essaye de nous dire que lui, c'est le bon gars dans l'histoire ? Ça peut être, voilà, schéma, comment dirais-je, exposition classique, blanc égale gentil, donc voilà. Deuxièmement, il y a une autre personne qui est venue en blanc et rouge ce soir-là. C'est Edge, dans le main event. Est-ce qu'ils essayent de nous raconter quelque chose en sous-texte, genre ils vont se remettre en équipe ou j'en sais rien, enfin voilà, ça peut être, ça se remarque. Et d'autre part, on parlait hier de la différence entre les tenues pour le catch et les tenues pour le sexe. Et je vous disais que, parce qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui disait, moi j'ai un problème avec les catcheurs qui sont en slip, j'arrive pas à passer outre le fait que les mecs sont en slip. Et moi je disais, franchement on s'habitue parce que... moi, ça me pose problème. Les voisins passent la tondeuse, c'est génial. Ça me pose problème quand les catcheurs ont pas de genouillère et ou pas de bottes. Là, je me dis, là, t'es en sous-vêtements. Si t'as des genouillères et des bottes, t'es en tenue de catch. Et il y a autre chose qui fait ça, c'est le blanc. Un catcheur en slip blanc, il est pas en... Voilà, bon, voilà, c'est petite opinion personnelle. On est un peu là pour parler de ça. Bref, Randy Orton se baigne dans le public. Il mange toute la haine du public. Il se délecte de ça. Ça fait du bien de voir les catcheurs profiter du fait qu'il y a un public. Je vais aller fermer la porte très vite fait parce que sinon ça va faire beaucoup de bruit la tondeuse. Hop là. Coucou gros chat, qu'est-ce qui se passe gros chat?
Euh... Et alors ensuite, on voit une image de The Fiend qui régénère dès le début du match. C'est-à-dire que The Fiend n'est pas venu en mode ultra croustillant, il est venu en mode Fiend normal. Avec un nouveau masque. Moi j'ai trouvé ça extrêmement cool. Ensuite on voit Alexa Bliss arriver sur la rampe. J'ai adoré son maquillage, je me suis dit waouh, elle fait peur, elle fait très très peur avec la musique du Firefly Funhouse. Je me dis chouette, et Randy Orton a vraiment l'air pas rassuré du tout. Randy Orton se dit ok, je sais pas qu'est-ce qui va venir, je sais pas d'où ça va venir, faut que je sois prêt à n'importe quoi. Le mec, je lui ai foutu le feu, il est revenu, je sais pas d'où ça va, je sais pas ce que je vais me prendre dans la gueule ni d'où ça va venir, mais faut que je sois prêt. Randy Orton a vraiment très très bien vendu le fait qu'il était vraiment pas serein. Il y a une énorme boîte, un énorme Jack in the Box à côté du ring. Évidemment, Alexa Bliss tourne la manivelle du Jack in the Box. Et quand elle s'arrête, la musique du Fiend retentit et The Fiend sort de la boîte avec donc son nouveau masque, un nouveau costume. C'était un peu cool. Mais en fait, rappelez-moi de vous dire pourquoi je dis ça, mais ce match, c'est un microcosme, enfin, c'est une représentation, comment dirais-je, concentrée de presque tous les trucs qu'il y a eu avec The Fiend. C'est-à-dire, waouh, c'est trop cool, waouh, c'est encore plus cool que ce que je pensais. Attends, quoi? Ok, c'est de la merde. Vous allez voir où on va. Donc d'abord, voilà, The Fiend sort de la Jack in the Box, commence le match directement, saute de la Jack in the Box pour faire une corde à linge plongeante sur Randy Orton. Vous êtes déjà presque 300, merci beaucoup, c'est cool, parce que j'avais peur que vous soyez moins nombreux parce qu'on est lundi, mais vous êtes là, c'est chouette, merci beaucoup à tous. Avant que j'oublie, The Fiend, Bray Wyatt en dessous du masque de The Fiend fait un hommage à son meilleur ami, Luke Harper à la WWE, Brody Lee quand il a changé de fédération et allé à AEW, John Hubbard de son vrai nom. Il lui a fait un clin d'œil en faisant une de ses moqueries quand il était sur la scène indépendante, ou même au début de sa carrière à la WWE. Et il a fait le mouvement comme ça en faisant yeah yeah yeah, et c'était une des catchphrases de Luke Harper. Je trouve ça très touchant que ce soit la première fois que The Fiend parle depuis décembre, quoi, depuis qu'il s'est fait brûler. Le premier truc qu'il dit, c'est un hommage à Brody Lee, et j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Ensuite, on va parler des trucs que j'ai trouvé moins chouettes. Alors, Randy Orton a enchaîné les DDT, les Assisted DDT sur The Fiend. Je me suis dit pendant le match, The Fiend est pas suffisamment protégé. C'est-à-dire que il continuait il faisait ses trucs de Fiend, quoi. C'est-à-dire, il faisait comme si les prises ne lui faisaient rien. Mais il s'en prenait beaucoup et il contre-attaquait assez peu. Pour moi, c'était... Vu que c'était le retour du Fiend, fallait qu'il soit au-dessus, quoi. Fallait qu'il écrase Randy Orton. Et on en était loin, pour moi. Donc j'étais pas... Et en plus, ils ont décidé de laisser la lumière rouge, qui était la signature des matchs du Fiend, au début de l'arrivée du personnage. Alors, personnellement, j'aime beaucoup la lumière rouge, mais... Le consensus des fans, c'est que c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent qu'on voit rien, des gens qui disent que c'est une très mauvaise idée. Globalement, les gens qui pensent comme moi que c'est une bonne idée sont très minoritaires, donc je pense qu'ils n'auraient pas dû revenir à ça. Il y a un avion, je pense que les deux voisins sont en train de passer leur tondeuse, c'est fantastique. Et alors ensuite, attendez, bougez pas, je regarde juste mes photos pour être sûr de... Voilà. The Fiend commence à revenir un peu, réussit à porter le Mandible Claw sur Randy Orton, met Randy Orton dans la position pour le Sister Abigail, et là, du feu jaillit des coins du ring, et on voit Alexa Bliss, avec un diadème sur la tête, et du liquide noir qui lui coule sur le visage. Ça distrait The Fiend, qui tend la main, enfin Alexa Bliss tend la main vers lui, The Fiend tend la main vers elle. Le public est à fond dedans. Le public chante Holy Sainte merde. Et là,
Randy Orton se relève, fait un RKO sur The Fiend, fait le tomber, remporte le match. Alors, je pense que j'étais plus ou moins plus ou moins synchrone avec le public à ce moment-là, c'est-à-dire, je vais pas huer ça. Je vais pas ne pas être content. Parce que, ok, le match Randy Orton contre The Fiend n'était pas le sujet de ce match. Pourquoi pas? Le sujet de ce match, c'est la relation qui semble évoluer entre Alexa Bliss et The Fiend. Alexa Bliss semble gagner le pouvoir sur The Fiend. Donc ok, vous voulez nous raconter ça? Racontez-nous ça. Racontez-nous qu'est-ce qui se passe avec Alexa Bliss et The Fiend. La lumière s'éteint, la lumière se rallume, ils ont disparu. Le public hue. Et là, oui. Là, je suis... oui, là, je... Parce que... Bah, le truc, c'est que voilà, ils ont, ça fait des mois qu'ils préparent ce match, ça fait des mois qu'on se prépare à quelque chose, si vous voulez, à quelque chose de fort, quoi, à quelque chose de signifiant. Et on a quelque chose de plus intriguant qu'autre chose. Vous voyez, le live s'appelle Nouveau Départ, ça fait partie des nouveaux départs qui ont été amenés dans ce show, c'est Alexa Bliss commence à prendre le pouvoir sur The Fiend. Mais c'est pas assez pour moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont être frustrés de se dire que The Fiend a perdu avec juste un RKO. Pour moi, ça veut juste dire ce qui a été préparé depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire que The Fiend n'est plus invulnérable. Voilà, ça c'est du passé. On a tous aimé ça, mais c'est fini. Mais c'est fini depuis plus d'un an maintenant, c'est fini depuis Super Showdown l'année dernière. Voilà, donc, certes c'était Goldberg, c'était particulier, mais Goldberg a ouvert la brèche, si vous voulez, pour dire The Fiend n'est plus un personnage invulnérable. Là, en plus, il se fait battre par un RKO. Personne ne se fait battre par un RKO, quoi. C'est pas une des prises de finition les plus protégées de la WWE. Il y a beaucoup de gens qui se sortent du premier RKO pour s'en prendre un deuxième, et là, le match est fini. Ou voir se prendre un punt kick derrière, le super finish de Randy Orton. Là, hop, je vois que j'ai un message sur Discord. Je vais aller voir parce que ça peut être urgent. La cam a freeze. Effectivement. Et la cam a freeze sur une merveilleuse image. Regarde, la cam a freeze sur moi avec... Est-ce que j'ai le doigt dans le nez ou pas? Non, j'ai le doigt juste en face du nez. Bon, on va réactiver la caméra. Désolé pour ça. Hop, pif et pouf. Hey, hey! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour votre attention. Je remets mes notes. Ah là là, je clique sur tout, je fais n'importe quoi. Ok, très bien. Bon. Donc, ouais, je sais plus du tout où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. On s'attendait à un gros événement, on n'a pas eu un gros événement, on a juste eu un développement tiède de plus, quoi. Oui, le personnage de The Fiend n'est plus invulnérable, ça aussi je l'ai dit. Ouais, bon, globalement, c'est pour ça que je vous dis, on est plus sur un C- que sur quelque chose qui est de l'ordre du D pour moi, parce qu'il y a on va quelque part. Alexa Bliss ça raconte un truc. The Fiend a un nouveau masque. On est sur l'entrée était sympa. Franchement, j'ai été un peu déçu parce que, mais ça c'est moi, je me suis hypé tout seul. Ils ont dit, ouais, ils se sont vachement investis dans l'entrée du Fiend, alors que The Fiend sort d'une boîte. Mais c'est pas, je me suis hypé tout seul. Là, c'est entièrement ma faute. Voilà. Donc globalement, il y a du mauvais, il y a du bon, mais quand même, on penche plutôt sur le mauvais. Voilà. D'où c'est moins. Voilà. On est sur du moyen mauvais. C'est moins. Si vous pensez que ce match, le match The Fiend contre Randy Orton a été le match de la soirée, vous pouvez voter pour lui en faisant point d'exclamation vote plus loin 1. Vous pouvez voter pour les matchs dans l'ordre dans lequel ils ont eu lieu.
Donc, point d'exclamation, vote 1 pour The Fiend contre Randy Orton. Si vous pensez que c'est Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalya, vous pouvez faire point d'exclamation, vote plus loin 2. Mais vous ferez ça tout à l'heure, parce que tout d'abord, nous avons un petit segment où on voit Bayley interrompre les hôtes de WrestleMania, Titus O'Neil et Hulk Hogan, et Eric Bischoff qui sont en train de parler de rien du tout pour plugger son show, Ding Dong Hello. Et ils ont tous l'air embarrassés et ils partent. Voilà, c'était vraiment indispensable qu'on parle de ça. Et donc, Natalya et Tamina contre les championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Alors, déjà c'est un match heel contre heel, donc méchant contre méchant. Donc d'emblée, le public a eu beaucoup de mal à rentrer dedans et je peux pas vraiment leur en vouloir. Je mets les images pour savoir est-ce qu'il y a des spots desquels je peux vous parler. Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées dans ce match-là, si je veux être tout à fait honnête. Ils ont raconté une histoire sur globalement la confrontation qu'ils voulaient faire, c'était Tamina contre Nia Jax. Ils ont cette espèce de fixation sur le fait que tout le monde veut voir Tamina contre Nia Jax. Merci beaucoup Aurélien Angla pour ton abonnement d'une durée de 3 mois, c'est vraiment cool de ta part, merci beaucoup. Quoi, tout doudou? Quelque chose s'est déconnecté de mon ordinateur. Ok. Donc, ils ont vraiment envie de faire cette histoire du face-à-face entre Tamina et Nia Jax. Et franchement, je m'embrouille peut-être, je m'emporte peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Vince McMahon que ça intéresse, ce face-à-face. Il y a peut-être des gens, parmi vous qui se disent Tamina et Nia Jax, c'est vraiment le choc des titans. J'allais dire King Kong contre Godzilla. Voilà, c'est vraiment les deux grosses puissances de la division féminine de la WWE. C'est pas mon cas et j'ose dire que c'est un avis assez minoritaire, très minoritaire. Il y a eu une mini-histoire comme quoi Tamina ne parvenait pas à porter un body slam sur Nia Jax. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, elle a essayé sans y arriver. À un moment donné, Nia Jax porte un body slam sur Tamina à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps-là, Shayna Baszler et Nia Jax commencent à travailler plus sur Natalya. Donc voilà, Natalya se fait dominer pendant la plupart du match. Et je me dis... À ce moment-là du match, je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris l'intérêt du match. Ils ont l'intention de mettre les ceintures par équipe sur Natalya et sur Tamina parce que ce sont 2 vétérans du ring. Et c'est extrêmement cool parce que c'est quelque chose de très régulier comment mettre en avant les anciens catcheurs plutôt que les nouveaux catcheurs à la WWE. Mais chez les catcheuses, pour des raisons très tristement évidentes, c'est beaucoup plus rare. Chez les catcheuses, à partir de 35 ans, t'es périmé, t'es plus mis en avant. Je dis que c'est la perception de la WWE du truc, et je me dis, vous voulez changer ça, vous voulez donner une autre image, vous voulez donner son premier titre à Tamina à WrestleMania, très bonne idée. Très bonne idée, 100% pour. Tamina n'est pas une excellente catcheuse, je ne peux pas prétendre le contraire, mais vous voulez saluer la longévité de sa longévité à la WWE. Vraiment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée et je suis prêt à rouler avec ça, aucun problème. Et d'ailleurs, le public était prêt à rouler avec ça aussi, parce que Tamina n'a pas vraiment beaucoup de fans à la WWE, mais le public était prêt à jouer le jeu. Quand Tamina était prête à faire ses spots, il l'encourageait. Je crois que ça a été une des catcheuses, une des personnes les plus acclamées de cette deuxième ligne de WrestleMania. Et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi, de voir un public jouer le jeu, voir un public se dire allez, on veut une victoire de Tamina, on veut que Tamina ait son moment à WrestleMania. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. D'autant que voilà, elles ont réussi à réveiller le public, mine de rien. Je pense notamment au moment où Tamina allait faire son Superfly Splash. Le public était à fond. Le public était à fond derrière Tamina pour qu'elle ait son moment, quoi. Et je me suis dit, vous voulez raconter ça, racontez-le. Ok, cool. Du coup, Tamina, au bout d'un moment, a réussi à porter son body slam sur Nia Jax. Tamina n'est pas une très bonne catcheuse, donc vraiment le body slam était très très tiède, quoi, très mou, très. Mais bon, ok. Là, c'était vraiment une question de. Vous voulez raconter cette histoire,
j'aime bien l'idée que vous vouliez raconter cette histoire. Donc je suis prêt à accepter ce match. Je suis prêt à accepter le mauvais timing des catcheuses, le fait que Natalya et Tamina se retrouvent debout pendant plusieurs secondes devant Nia Jax en train de monter le coin pour faire un crossbody alors qu'elles auraient pu l'interrompre, mais c'est pas le spot. Le spot, c'est que Nia Jax doit faire un crossbody, donc elles vont attendre, elles vont faire oh là là, ma tête, oh là là, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'elle saute? Non, elle se fait pas sauter encore, c'est good. Ah ça va mon cœur? Super. Donc voilà, prêt à jouer le jeu, prêt à accepter le match. À un moment donné, Nia Jax passe le tag à Shayna Baszler dans le dos de Natalya. Natalya ne le voit pas, c'était dans son dos. Porte le sharpshooter sur Nia Jax et Shayna Baszler arrive par derrière et porte son Kira Foda Clutch sur Natalya qui perd le match. Les championnes restent championnes, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'était vraiment pour moi le seul intérêt du match, c'était mettre la ceinture sur Tamina et Natalya pour que Tamina ait son moment à WrestleMania. Le fait que les championnes soient restées championnes, ça m'échappe complètement. C'est-à-dire que là, ils avaient l'occasion de... Là, pour le coup, j'ai mis un nouveau départ comme titre du live. Là, pour le coup, il y avait une occasion en or de faire un nouveau départ, de créer une nouvelle équipe établie au sein de cette division par équipe. Et ils ont choisi de rouler avec le statu quo. Et... j'ai pas compris. J'ai pas compris, ça m'échappe complètement. Le match était pas... Du coup, le match était pas bon, était pas... Il y a pas eu ce moment feel good, quoi, ce moment qui légitimait le fait qu'on ait ce match que finalement personne n'avait envie de voir, à part pour cette raison. Et c'était pas... Et c'était pas... Et la raison, non. Je sais pas comment vous le dire. Donc, bon, bah... surprenant. Ensuite, on était... Oui, pardon, excusez-moi, merci beaucoup. Quelqu'un a dit, où était Reginald? C'est incroyable qu'on n'ait pas eu une seule apparition de Reginald sur tout WrestleMania. Il a été dans la construction de 3 des matchs de WrestleMania. Il était là pour la rivalité entre Sasha Banks et Bianca Belair. Il était là pour le Tag Team Turmoil, évidemment, puisqu'il est dans le groupe Nia Jax et Shayna Baszler. Donc il aurait pu être là pour le Tag Team Turmoil. Il aurait dû être là pour ce match-là parce qu'il est le manager de Nia Jax. Pourquoi il n'était pas là, quoi? Incompréhensible. Je dis pas que je voulais qu'il soit là. Je dis que il aurait dû être là. C'est-à-dire que l'histoire nous... Il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire, que tu le veuilles ou non. Donc, tu peux pas le virer à un moment donné parce que... Bon, bref, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ce qui m'a pas saoulé du tout, en revanche, c'est le match Sami Zayn contre Kevin Owens. On me dit qu'il avait la gastro. Il a bien fait de pas venir, alors. Mais ça aurait été bien de le dire quelque chose. Dire Reginald n'est pas là parce qu'il est en train d'essayer des vêtements, j'en sais rien. Enfin, bref, Sami Zayn contre Kevin Owens avec Logan Paul au commentaire. Non, Logan Paul qui regarde à côté, Logan Paul qui était l'invité de Sami Zayn. Alors... ça a été fait de façon très intelligente parce que d'abord Sami Zayn est venu sur le ring, le public était dingue parce que on peut pas détester Sami Zayn, on peut pas vraiment détester Sami Zayn. En plus il a une musique extrêmement entraînante, ça fait du bien d'entendre le public chanter sa musique d'entrée. Et après Logan Paul arrive et là c'est pas pareil. Logan Paul, je le défends pas, je l'attaque pas, je le connais pas, je sais pas ce qu'il fait, je sais qu'il est controversé. Enfin, ça c'est le truc que je sais. Donc la réaction du public était... Ce serait généreux de dire qu'elle était tiède. Elle était... Il n'a pas été acclamé, voilà, pour faire une petite litote. Donc voilà, Logan Paul se fait huer par le public, ce qui est brillant parce que du coup, quand la musique de Kevin Owens arrive, le public est en délire. Kevin Owens, pareil que Randy Orton, bouffe le public. Kevin Owens prend tout ce que le public a à offrir. Il y a des catcheurs comme ça, tu sens que le public leur a manqué et ils prennent absolument tout ce qu'ils peuvent et ça fait vraiment du bien. Et sans surprise, le match a été vraiment très bon.
Mon seul petit reproche, la raison pour laquelle au départ j'étais parti sur un A-, c'est parce que ils arrêtaient pas de cutter sur les réactions de Logan Paul, qui soit étaient dans le sous-jeu, genre est-ce qu'il faut que je réagisse, ou soit étaient dans le surjeu, genre oh il a pris une prise, oh non, oh là là. Donc jusqu'à la fin du match, pour moi c'était un A-, parce que Sami Zayn et Kevin Owens c'est même pas qu'ils ont une bonne alchimie, c'est que j'allais dire, t'as l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ils ont fait ça toute leur vie. Les gars, ils se connaissent depuis 20 ans, je crois, ils catchent ensemble depuis 20 ans. Ils sont apparemment, mais ça je peux pas le dire parce que je les suivais pas sur la scène indépendante, mais apparemment, ils ont répété plein de spots de leurs anciens matchs. J'ai reconnu les spots de leur rivalité à NXT, parce que je me suis un peu renseigné sur ce qu'ils ont fait à NXT. Mais voilà, je pense que quand tu suis Sami Zayn et Kevin Owens depuis leur parcours sur la scène indépendante, ça a dû être un vrai régal ce match. J'ai pris quelques photos histoire de parler de certains spots, notamment un énorme frog splash de Kevin Owens sur Sami Zayn. Voilà, ça c'est absolument magnifique. On a eu un brainbuster de Sami Zayn sur Kevin Owens sur les abords du ring, je crois. Je crois qu'il en a fait un sur les abords du ring, puis qu'il en a fait un autre après. Owens a menacé de faire un package piledriver, qui était sa prise de finition sur le circuit indépendant, si je dis pas de conneries. Mais je crois que c'est une prise qui est interdite à la WWE parce qu'elle est trop risquée, donc du coup il a menacé de la faire, mais il l'a pas faite. Kevin Owens a fait... Est-ce que c'est la photo suivante? Ouais. Kevin Owens a fait... Alors j'ai écrit un Fisherman Superplex à l'envers qui tourne, j'en sais rien. C'est un Fisherman Suplex. Ça, je sais. Ça, c'est un Fisherman Suplex. Ça, c'est facile. Je vois je connais cette prise-là. Mais alors, un Fisherman Suplex du coin, quand tu tournes, comme ça, voilà. Ça, je ne sais pas comment l'appeler, mais je l'accepte volontiers. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme image? Après c'est la fin du match, d'accord. Bon, on va parler de la fin du match. Sami Zayn surprend Kevin Owens avec un hell of a kick en courant derrière lui. Enfin, c'était vraiment très bien fait ce spot-là. Mais après ça, Kevin Owens tombe dans les bras de Sami Zayn qui lui dit voilà, est-ce que tu me crois maintenant, machin truc. Mais Kevin Owens le surprend avec... Il allait lui faire un deuxième hell of a kick, mais Kevin Owens le surprend avec un super kick et avec un stunner pour remporter le match. Après le match, Logan Paul arrive sur le ring et tient à serrer la main du vainqueur. Sami Zayn s'énerve parce que Logan Paul était son invité et que Logan Paul commence à être du côté de Kevin Owens. Bref, est-ce qu'il fait partie de la conspiration lui aussi? On ne sait pas. Et très crucialement, Logan Paul pousse Sami Zayn. Parce que Sami Zayn était en train de l'engueuler, Logan Paul pousse Sami Zayn. Et je trouve ça très intelligent de la part de la WWE ou de la part des gens qui ont produit le match là en l'occurrence, de se dire on va pas faire que Sami Zayn pousse Logan Paul parce que... Et toujours pareil, je connais pas Logan Paul, je le défends pas, je l'attaque pas, mais je reconnais que il savait qu'il allait être hué. Et il a joué avec ça. Il a mis son ego de côté pour se dire d'accord, je vais être le méchant parce que je sais que je vais pas être le gentil. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Donc Logan Paul pousse Sami Zayn, le public évidemment hue Logan Paul parce que personne ne déteste vraiment Sami Zayn, Logan Paul a la très mauvaise idée de prendre le poignet de d'engueuler Sami Zayn et de prendre le poignet de Kevin Owens et soulever le poignet de Kevin Owens en disant ouais lui il a gagné et le public est un peu tiède quoi, le public il se dit non on n'a pas envie que tu célèbres avec Kevin Owens, tu mérites pas de célébrer avec Kevin Owens parce que t'es Logan Paul et on t'aime pas. Et Kevin Owens après coup recule un peu, regarde son poignet, et lève les yeux vers le public, et le public commence à comprendre ce qui est en train d'arriver. Le public commence à acclamer Kevin Owens, Logan Paul qui fait bah ouais, voilà, oui, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement, il a été génial. Et Kevin Owens se met à se marrer, et stunner sur Logan Paul. J'aime beaucoup le fait que Kevin Owens a pas seulement hérité du stunner de Stone Cold Steve Austin, il a aussi hérité de... C'est la prise qu'on fait aux gens qui se saoulent. C'est la prise qu'il fait aux célébrités qui se croient ici chez eux. Et, à son crédit, Logan Paul a très bien vendu le stunner. Il a fait une petite pirouette en avant, il a mieux vendu le stunner que beaucoup de catcheurs. Parce que beaucoup de catcheurs vendent le stunner en faisant un rebond en arrière. C'est-à-dire ils font boum, il me semble que c'est plus réaliste que tu te prends une prise comme ça, bah tu vas boum, tomber en avant.
Bref, et pour ça, pour la nostalgie du stunner sur une célébrité, je suis passé à A, voilà. Parce que la trop grande présence de Logan Paul dans le match m'a un peu sorti du match, mais là, le fait qu'il ait été utilisé correctement à la fin, je me dis, allez, c'est pardonné, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, très bon match. Très bon match, sans vraiment de surprise. Si vous pensez que ce match a été le match de la soirée, je vous rappelle comment vous faites. Point d'exclamation, merci beaucoup, Soso le canon pour ton prime. Si vous pensez que Sami Zayn contre Kevin Owens a été le match de la soirée, vous pouvez faire point d'exclamation, vote, plus loin, 3. 1 pour The Fiend contre Randy Orton, 2 pour Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalya, 3 pour Sami Zayn contre Kevin Owens. Ensuite, on a un petit segment... comment ils ont fait pour rater ça, quoi? Riddle et RVD, ça s'écrit tout seul, mais bon. Je vais lire mes notes parce que ça va être plus simple. Riddle croise The Great Khali dans les coulisses. The Great Khali qui parle pas très bien anglais et qui du coup a un interprète. Quand Riddle arrive, l'interprète s'en va. Que quelqu'un apprenne son métier à cet homme, s'il vous plaît. Riddle suggère au Great Khali d'ouvrir un magasin pour les géants où il pourrait vendre des très gros bijoux, des très gros vêtements et des très grosses trottinettes. Rob Van Dam arrive, donc The Great Khali et Rob Van Dam font partie de la classe des catcheurs intronisés au Hall of Fame de 2021. Rob Van Dam arrive pour traduire les propos de The Great Khali et il leur dit que le plus important c'est le branding, comme par exemple son papier à rouler Rob Van Dam. Voilà. Ça avait moyen d'être beaucoup plus drôle que ce ne fut, d'après moi. Ensuite, on a eu le match pour le titre des États-Unis, Riddle contre Sheamus. Sheamus a eu le droit à... Il y a 3 catcheurs qui ont eu le droit à un dessin avec des drones dans le ciel pour leur entrée. Merci beaucoup le Kizouk pour ton abonnement. 3 catcheurs qui ont eu le droit à des dessins avec des drones dans le ciel. C'est The Fiend qui a eu marqué Let Me In, Sasha Banks qui a eu ses lunettes, je sais pas comment ça s'appelle, ces lunettes là avec du grillage dessus, et Sheamus avec la croix celtique. Donc c'était plutôt mal barré pour Sheamus parce que Sasha Banks et The Fiend avaient perdu leur match. Mais en l'occurrence, ça ne veut rien dire, puisque, spoiler, Sheamus a fini par gagner, ce qui est vraiment très cool. Et le match a été... Alors, au départ, j'étais vraiment pas dedans, parce que Sheamus a fait une entrée, à part la croix avec les drones, il a fait une entrée qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Raw. Ils ont lancé un récap de Raw. Riddle a fait son entrée comme à Raw. Je me suis dit, ouais, bon, c'est très... Hein? Oui, t'inquiète pas, on y arrive. La seule différence, c'est qu'effectivement, Riddle, au lieu d'avoir ces petits oiseaux multicolores, avait des mouettes pirates dans son entrée. Ma théorie, c'est que ils ont commencé à mettre des oiseaux multicolores dans l'entrée de Riddle pour pouvoir mettre les mouettes pirates à WrestleMania. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a des oiseaux dans l'entrée de Riddle. Au début, j'étais pas vraiment dans le match, parce que je me disais... j'ai vu ce match à Raw déjà, et c'est vraiment un match que je sais que je... Enfin, il fait Raw, quoi, il fait pas WrestleMania. Mais Sheamus a des matchs de niveau de PPV toutes les semaines à Raw. Je lui mets A à chaque fois qu'il a un match à Raw, ou presque. Donc il n'y a pas de raison que je lui mette pas un A ici, d'autant que il a élevé le niveau pour ce match-là. Il y a plusieurs spots très sympas, notamment là. Alors je crois que c'est un Spanish Fly, parce que un des commentateurs a appelé ça un belly to belly overhead suplex du haut de la 3ème corde. Pour moi, c'est pas un belly to belly overhead suplex, c'est un Spanish Fly, mais je peux me tromper. Donc je crois que Matt Riddle a fait un Spanish Fly du haut de la 3ème corde sur Sheamus. Il y a eu un spot que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Riddle a fait mine de faire un suplex à Sheamus, mais n'a pas réussi à le porter, et ensuite lui a fait un jackhammer. Sur le coup, je me suis dit, attends, Riddle n'arrive pas à faire un suplex, c'est bizarre, quoi, parce que c'est une prise vraiment de base. Je pense que c'est une pique à Goldberg, parce que le jackhammer, c'est la prise de finition de Goldberg, évidemment. Enfin, évidemment. Vous êtes 471, j'imagine que certains d'entre vous connaissent pas sont pas familiers avec tout le truc. Je vais pas vous expliquer ce qu'il y a entre Riddle et Goldberg, mais voilà, Goldberg est une légende, Riddle arrête pas de le provoquer sur les réseaux sociaux pour faire très court, et là je pense que Riddle qui essaye de faire un jackhammer, y arrive pas, réessaye et le porte,
Et en plus, après, Riddle regarde la caméra avec un sourire entendu, genre, oh, c'est bizarre que j'ai pas gagné avec ça. Pour moi, il y avait une pique là. Pour moi, il y avait une pique et ça m'a fait sourire. Je crois que j'ai pas pris de photo, mais Sheamus a fait un Alabama Slam qui est une prise signature de McIntyre, son ami devenu ennemi, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Pourquoi je dis n'est-ce pas? Faut pas que je dise n'est-ce pas. Je mets mes images ici. Il faut que je trouve un moyen de faire en sorte d'avoir mes images facilement accessibles parce que j'en ai besoin pour savoir où je vais et quand est-ce qu'il faut que je passe à l'image suivante. Et j'ai pas de solution facile pour l'instant. J'ai pris plein de notes parce qu'il y avait plein de spots assez sympas. Alors Sheamus a essayé de faire un white noise du haut du coin, mais il a glissé et ça c'était moche. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le white noise, cette prise là, directement dans le ring, et histoire d'ajouter un peu de piment dessus, il a fait une descente du genou du coin sur le visage de Riddle. Ça n'a pas suffi pour remporter le match. Ce qui en revanche a fini par suffire, c'est le petit échange ensuite où Riddle a essayé de faire un slingshot moonsault, c'est-à-dire rebondir sur la deuxième corde pour faire un salto arrière sur Sheamus. Ce à quoi Sheamus a dit nope et lui a porté le Brogue Kick. Un énorme coup de pied dans la gueule en plein milieu du moonsault. Et ça, c'était très bien timé. C'était très bien fait. C'est pour ça que j'ai fini par mettre un A au match, c'est que il était au même niveau que les excellents matchs que Riddle et Sheamus font toutes les semaines à Raw, mais en plus il y avait certains spots qui font WrestleMania, genre une fin un peu originale et un peu spectaculaire, le jackhammer de Riddle, je compte le white noise du haut du coin, même si bon il l'a botché, c'est dommage. Mais voilà, il y a eu plein de petits ajouts comme ça, de petits ajouts un peu sympas et voilà, moi j'ai été très satisfait par ce match. Si vous aussi vous avez été satisfait par ce match et que vous trouvez que c'est le meilleur match de la soirée, de la deuxième nuit de WrestleMania, vous pouvez voter 4 points d'exclamation vote plus loin, 4 points d'exclamation vote plus loin votre vote. Ensuite, donc je vous rappelle que vous pouvez voter pour les matchs qui ont eu lieu dans l'ordre dans lequel ils ont eu lieu. Donc si vous voulez voter pour Riddle Sheamus, c'est 4, et pour les matchs suivants, c'est 5, 6 et 7 respectivement. On va arriver au dernier match de la soirée, aux 3 derniers matchs de la soirée. Mais d'abord, petite vidéo de Triple H qui félicite Bad Bunny pour son match à WrestleMania. Et il peut, en ce qui me concerne, c'est un des 3 meilleurs matchs de WrestleMania cette année, un des 5 meilleurs, sans aucune difficulté. Et pour ceux qui se demandaient si Bad Bunny allait rester à la WWE, voilà, ça répond à la question. C'est bien qu'ils aient anticipé le fait que des gens allaient se poser la question. Triple H lui offre une mallette en lui disant « T'as été génial à WrestleMania, mais maintenant il est temps de faire ce que tu sais faire. » Enfin, pas dit comme ça, parce que là, du coup, ça fait vraiment « Allez, elle laisse le catch à ceux qui savent faire. Hein. » Non, il lui dit retourne faire ce que tu sais faire, quoi. Bad Bunny monte sur le toit de son camion, apparemment c'est comme ça qu'il se déplace, hein, Bad Bunny, j'en sais rien. Il ouvre la mallette et à l'intérieur il y a un micro avec un énorme crâne en chrome, enfin le truc c'est le micro Triple H, le micro signature Triple H. Voilà, et le camion part et on annonce la nouvelle tournée de Bad Bunny. Tout là-dedans respire le respect mutuel, ça fait vraiment du bien. Bad Bunny est une des meilleures participations d'une célébrité à WrestleMania. Peut-être la meilleure participation d'une célébrité à WrestleMania. Ensuite, on a eu le match Apollo Crews contre Big E. Petite déception, hein. Enfin, plein de petites déceptions. D'abord, pas déception, Wale a chanté le thème de Biggie en live. Ça, c'était très sympa. Biggie est arrivé avec une tenue aux couleurs de Feeding Tampa Bay, qui est une banque alimentaire locale, puisqu'il vient de cette ville. Biggie est un homme en or massif. Par contre, la déception, ça a été de découvrir ce que c'est que le Nigerian Drum Fight, puisque Apollo Crews a défié Biggie dans un Nigerian Drum Fight, du coup, un combat de tambour nigérian. On dit nigérian ou nigérien, du coup? On dit nigérian, puisque c'est un A.
Et je m'attendais à un truc un peu spectaculaire, et en fait, c'est l'équivalent d'un Symphony of Destruction match, qui est un match comique qu'ils font de temps en temps à Raw, où il y a des instruments de musique autour du ring. Sauf que là, les instruments de musique en question, c'est que des percussions peintes en vert. Bon. Un peu déçu, d'autant que les percussions n'ont jamais été utilisées. Il y a bien Biggie qui a essayé d'utiliser un gong, mais qui n'a pas réussi. Donc, ils n'ont jamais été utilisés. Donc, c'est un peu dommage. Un peu dommage. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est que dès le début du match, Biggie et Apollo Crews, merci beaucoup Van Paulus pour ton abonnement d'une durée de 2 mois, c'est très très cool de ta part. Dès le début du match, Biggie et Apollo Crews ont été chercher des kendo sticks. Alors apparemment les kendo sticks c'est un truc qui est très nigérian, ils aiment beaucoup ça là-bas. Donc Biggie et Apollo Crews sont allés chercher des kendo sticks à l'extérieur du ring et ont commencé à se taper dessus avec. Ça a été un match très physique dès le départ, mais c'est ce qu'il fallait que ce soit parce que les deux hommes ont vraiment construit une rivalité basée sur j'allais dire c'est pas le mépris, mais c'est vraiment la colère, quoi, l'un contre l'autre. C'était une vraie rivalité, quoi, une vraie rivalité de... C'était pas genre, je veux le titre, tu as le titre, c'était... Je te déteste pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu m'as fait, pour tout l'irrespect que je vois chez toi. J'ai noté pas mal de spots, il va falloir que je fasse le tri parce que je ne peux pas vous parler de tout, donc je vais vous parler de ceux dont j'ai pris les photos, merci, enfin de ceux dont j'ai pris les photos sur le site www.com. Merci beaucoup à Lil Noé, 69% Prime, c'est chouette de ta part. Notamment ce spot-là, un énorme Uranage de Biggie sur les escaliers à l'extérieur du ring, les escaliers qui ont été très jouants durant la rivalité, si vous suivez mes points catch de SmackDown, ceux que je fais tous les samedis midi, vous savez que ça a été très jouant. Écoutez, on va passer directement à la fin du match. En fait, le match était très sympa, mais pour moi, le truc qui fait vraiment, qui fait vraiment, je dirais, le point de discussion principal du match, c'est quand, alors, Apollo Crews met Biggie sur une table, Apollo Crews monte sur le coin, va pour faire un frog splash, mais Biggie sort, roule de la table avant qu'Apollo Crews n'atterrisse, donc Apollo Crews passe à travers la table tout seul, Biggie lui porte sa prise de finition, le big ending, et là ça commence à sentir le pâté, tu te dis bon bah Biggie va garder la ceinture, et là, de nulle part, Dabaketo de Raw Underground arrive, met un chokeslam à Biggie et fait en sorte que Apollo Crews puisse gagner le titre. J'ai mis Commander Aziz parce que c'est son nouveau nom, ils ont renommé le personnage. Oh les commentateurs, mais à plusieurs reprises le Michael Cole, j'ai eu envie de... Les commentateurs étaient là, mon Dieu, mais qui est cette personne qui vient aider Apollo Crews? Et moi j'étais là, c'est Dabaketo, on l'a vu à Raw Underground, il était à Raw Underground toutes les semaines pendant plusieurs mois, et vous étiez là, vous avez commenté ces trucs-là, on sait qui c'est. Il était dans le draft, il a été drafté à Raw, enfin vous savez qui c'est. Ça m'énerve quand ils font ça. Quand ils partent du principe qu'on regarde pas les shows, ça m'agace. Ou quand ils partent du principe que, vu que le gars a changé de nom, qui est cette personne? Donc voilà. C'est sorti un peu de nulle part. Mais en fin de compte, le sentiment qui domine, c'est je suis content qu'Apollo Crews soit devenu champion. Vous voyez, le live s'appelle Nouveau Départ. C'est un nouveau départ. J'aime pas qu'il l'ait gagné comme ça. Mais le match était bon. Apollo Crews est bien. On a un nouveau venu. On a Dabaketo, enfin Aziz. Je résiste très fort à l'envie de dire Aziz Lumière. Aziz a un rôle sur le roster principal. Globalement, c'est bien. Un peu frustrant. Mais je vais pas dire que c'est... Je peux pas dire que c'est mauvais. Je peux pas dire que j'ai détesté le match. Un thème très récurrent de la soirée, c'est que les matchs m'ont donné l'impression d'être courts. Les matchs m'ont donné l'impression d'être un petit peu trop... de se finir un peu trop brutalement ou de pas avoir pu... dire tout ce qu'ils avaient à dire. C'était mon avis pour Sheamus contre Riddle, c'était mon avis pour Sami Zayn contre Kevin Owens, et c'était aussi mon avis pour Biggie contre Apollo Crews. Par contre, c'était pas mon avis pour... Est-ce qu'on va passer à Ripley contre Asuka?
Vous êtes 500, merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à tous pour votre présence, parce que mine de rien, on est lundi et c'est pas souvent que j'ai autant de monde le lundi, donc c'est cool. Merci à tous d'être là. Si vous voulez, je vous rappelle que je fais mes lives tous les mardis midi, tous les jeudis à 13h et tous les samedis midi, si jamais vous voulez vous tenir au courant des shows hebdomadaires de la WWE et du show hebdomadaire AEW Dynamite également. Donc Rhea Ripley contre Asuka, j'ai pas mis la note là, mais je lui ai mis un B- également. Alors... J'ai écrit, ils ont réussi à faire une vidéo qui déchire pour Asuka et Ripley, parce que j'ai pas parlé de ça une seule fois dans mes recaps, mais dans mes recaps des 2 nuits de WrestleMania, mais l'équipe de montage vidéo de la WWE est dingue. Le travail qu'ils ont fait sur Sasha Banks contre Bianca Belair, la vidéo est parfaite. L'histoire de ce match a été catastrophique, a été vraiment très mal faite. Ils ont réussi à faire une vidéo qui donne très envie de voir le match, qui vend le match à la perfection, qui fait comme si toute la construction du match avait été logique et parfaite depuis le début, et c'est pas le cas du tout. Et j'ai écrit, c'est impressionnant, parce que autant c'est déjà impressionnant de transformer une mauvaise histoire en une très bonne histoire, mais alors transformer pas d'histoire en une très bonne histoire, les gars sont brillants, quoi. Les gars sont vraiment très très forts. Merci beaucoup à Zouzou la sorcière pour ses 100 bits, et merci à je ne sais pas qui pour le raid, je crois, ou pour l'hébergement. Je crois que ce bruit-là, c'est un hébergement, je ne suis pas sûr. Au début du match, je me dis, c'est quand même dingue qu'on soit arrivé à un pronostic où la majeure partie d'entre nous veulent voir Asuka perdre. C'est quand même dingue, quoi. C'est incroyable. Asuka qui était... tout son personnage, c'est qu'elle était invaincue à NXT, qu'elle était sur une série d'invincibilité. Elle est sur une série de défaites à WrestleMania et on en est au stade où on se dit vaut mieux qu'elle perde. pour Rhea Ripley, vaut mieux qu'Asuka perde. Parce que Asuka, elle a moins à perdre que Rhea Ripley. C'est quand même moche. Ash Costello est là pour chanter le thème de la musique d'entrée de Rhea Ripley et c'est extrêmement cool. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bruit? D'accord. Quelqu'un a... Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup à je sais pas qui, parce que je vois pas les noms, je suis désolé pour son hébergement, son host. Et quand elles sont sur le ring, d'un coup, ça me frappe. On a 2 des meilleurs success stories de NXT sur le ring. On a 2 excellentes catcheuses, peut-être parmi les catcheuses les mieux buildées sur NXT. Avec Shayna Baszler, mais aussi avec Bianca Belair, les très grosses success stories de NXT. Voilà, la note elle était là. Et ensuite, mais malheureusement, j'ai pas grand chose à vous dire sur le match parce que j'ai eu l'impression qu'elles ont jamais passé la seconde, quoi. Je suis très content que Rhea Ripley ait gagné. Je suis vraiment très content que Rhea Ripley ait gagné parce que elle arrive à Raw et elle est championne. Bam, directement ça te place le personnage. Le règne d'Asuka avait fait son temps depuis plusieurs mois, donc c'est bien qu'elle ait perdu le titre aussi. Ça va lui permettre de rafraîchir un peu son personnage. Mais c'est peut-être moi, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression que 80-85% du match, c'était une domination d'Asuka. J'ai vraiment eu l'impression que Asuka a fait presque tout le match. Je sais pas si c'était un problème d'alchimie entre les deux. Je sais pas si c'était que Rhea Ripley était pas spécialement dedans ou quoi, je sais pas. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'Asuka a porté le match. Et vu que c'est Rhea Ripley qui a gagné, c'est quand même vraiment dommage. Il y a eu notamment ce spot-là que j'ai vraiment beaucoup aimé, où Rhea Ripley a fait un coup de pied à Asuka, et Asuka a attrapé son pied pour passer. Est-ce que j'ai l'image de truc après? Non. Là, Asuka a attrapé le pied de Rhea Ripley, s'est jeté sur le dos pour lui faire une clé de jambe, transformer le coup de pied en clé de jambe. Asuka a été brillante, mais Asuka est vraiment géniale, quoi. C'était à un moment donné dans le match, j'ai cru entendre le public chanter We Want Charlotte. Et franchement, c'est pas surprenant. Parce qu'ils ont vraiment présenté Rhea Ripley comme une heel. Elle était irrespectueuse envers Asuka. À un moment donné, Asuka était à terre et puis elle lui mettait des petites claques comme ça, genre allez debout, t'es championne ou quoi? Voilà. Rhea Ripley a vraiment été présentée comme la heel et elle a très bien interprété la heel. Mon problème, c'est que
est-ce que tu avais vraiment envie que Rhea Ripley soit heel dans l'histoire? Elle vient d'arriver. La plupart, je pense, la plupart des gens qui sont dans le public, enfin une large portion des gens qui sont dans le public suivent NXT, parce que c'est le public de WrestleMania, c'est les gens qui sont vraiment investis dans la WWE, donc ils viennent voir le produit qu'ils connaissent, et on peut partir du principe que beaucoup connaissent NXT, et beaucoup sont pour Rhea Ripley, beaucoup sont du côté de Rhea Ripley, beaucoup veulent voir Rhea Ripley gagner. Est-ce que c'était pertinent de la faire être heel? En tout cas, elle a un personnage, quoi. En tout cas, elle a quelque chose. Mais je suis pas sûr que c'était vraiment pertinent. Et je pense que ça a un peu dérouté le public, on va dire ça comme ça. Je pense. Mais maintenant, c'est difficile à dire. S'il y avait eu Charlotte Flair dans le match, on aurait eu une heel très claire. Un peu comme dans le main event. Dans le main event, on avait Roman Reigns qui était le heel clair. C'est-à-dire que le public pensait ce qu'il voulait de Daniel Bryan, le public pensait ce qu'il voulait de Edge, mais Roman Reigns, c'était le heel. Et s'ils avaient fait la même chose avec Charlotte, ça aurait été plus, je pense que ça aurait été plus lisible, plus facile à, plus directement appréhendable, plus facile. Le spot du match, je pense, c'est quand Asuka a fait un DDT sur Rhea Ripley à l'extérieur du ring, depuis les abords du ring. Le fait qu'elle soit capable de faire ça sans que Rhea Ripley meure en dit long sur le talent d'Asuka, d'après moi. Ça a été vraiment un spot très impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce spot. Et Rhea Ripley a fini par porter un Riptide, mais vraiment sorti de nulle part. C'est vraiment, t'avais l'impression que Ripley avait encaissé pendant tout le match, et puis boum, Riptide, tu gagnes. Et c'est exactement comme Apollo Crews. Je suis content que Rhea Ripley gagne, je suis pas convaincu de la façon dont ça s'est passé. Le match lui-même a pas... on est quand même dans la catégorie B, mais... ça aurait pu être mieux, quoi. Ça aurait dû être mieux. C'est mon point de vue. Si vous pensez, si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que Rhea Ripley contre Asuka a été le match de la soirée, et apparemment vous êtes quelques-uns, vous pouvez voter 6, point d'exclamation vote, plus loin, 6. Je vous rappelle les numéros, histoire de pouvoir attaquer le main event de façon sereine. 1 pour, donc, point d'exclamation vote pour votre match de la soirée, point d'exclamation vote, plus loin. 1 pour The Fiend contre Randy Orton, 2 pour Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalia, 3 pour Sami Zayn contre Kevin Owens, 4 pour Riddle contre Sheamus, 5 pour Big E contre Apollo Crews, 6 pour Rhea Ripley contre Asuka, et 7 pour le main event, Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan. Ensuite, avant le main event, on a Hulk Hogan et Titus O'Neil qui se font houspiller par Bayley, qui leur dit qu'ils savent pas faire, qu'ils savent pas être de bons hôtes pour WrestleMania. J'ai adoré Bayley. Plutôt, je l'ai pas dit, mais elle est venue engueuler Titus O'Neil, Eric Bischoff et Hulk Hogan avec 2 paires de lunettes, une paire de lunettes comme ça, puis une paire de lunettes comme ça, parce qu'elle est géniale, parce qu'elle est, bah voilà, moi ça. Bayley a toujours le sens du détail qui va te faire rire, tu sais, le sens du détail un petit peu décalé qui va fonctionner. Genre là, elle va arriver en haut de la rampe et elle va dire et pourquoi j'ai pas eu mes effets pyrotechniques? Envoyez mes effets pyrotechniques! Et il y a vraiment des effets pyrotechniques qui partent et Bayley qui est morte de rire. Ça fonctionne vraiment bien. Et je sais pas comment ils ont fait pour pas anticiper la réaction du public. Donc Bayley, qui est heel évidemment, engueule Titus O'Neil, engueule Hulk Hogan, commence à dire ouais, de toute façon, vous autres les légendes, vous êtes des ringards, vous savez pas ce qui est bon, vous êtes exactement comme le public qui est là, vous êtes exactement comme Michael Cole qui arrête pas de me voler la vedette. Et là-dessus arrivent les sœurs Bella. Bayley a deux bonnes piques qui font réagir le public, c'est-à-dire que d'abord elle leur dit écoutez, vous allez pas m'interrompre, là c'est mon moment, là vous venez comme ça déguisé en Elmo. Super. Je sais pas si on vous l'a dit, mais John Cena n'est pas là. John Cena qui est l'ex de Nikki Bella. Aïe, le public. Oh! Et les Bella disent ding dong, goodbye. Elle claque le micro des mains de Bayley et elle jette Bayley sur la rampe. Et le public hue, évidemment. Je sais pas pourquoi ils ont vraiment du mal à calculer que... Alors après, c'est peut-être mon opinion que je considère comme générale, ou c'est l'opinion que je lis souvent, que je considère comme étant... voilà, on m'a souvent fait remarquer que j'avais un problème avec ça. Mais j'ai l'impression que les Bellas sont pas spécialement populaires avec les fans de la WWE, alors que Bayley est extrêmement populaire avec eux.
comment ils ont pu penser que ce segment allait marcher comme ça. Petite note personnelle, depuis les pronostics, je vous dis que je m'attendais à ce que Bayley ait un segment, et là je me suis dit, c'est là, c'est maintenant, c'est là, elle va revenir, Becky Lynch va revenir. Quand j'ai entendu la musique des Bella, je leur en veux pas, c'est moi, je me suis hypé tout seul et j'ai dit, j'aurais pas dû penser que Becky Lynch allait revenir parce que elle fait que ça troller sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai entendu la musique des Bella, j'ai dit, oh, ah bon. Et après, quand j'ai vu Nikki Bella danser avec Hulk Hogan, j'ai dit Becky Lynch, tu peux encore sauver le segment? Non, fondu au noir? Non, c'est fini. Bon, d'accord. Donc ouais, D, parce que pour le coup, ils ont vraiment très mal lu le public, quoi, très mal anticipé la réaction du public. Mais ça peut être que mon opinion, c'est, voilà, je donne que mon opinion, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, ça ne veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire qu'on n'a pas la même opinion, ce qui se peut tout à fait. Et ensuite, nous allons passer au main event de la soirée. Surprise, c'était absolument génial. Est-ce que ça a été le meilleur match de WrestleMania? WrestleMania cette année, j'entends, pas le meilleur match de l'histoire de WrestleMania. Pour moi, ça se joue entre celui-là et le main event de la première nuit, mais je pense que Edge contre Daniel Bryan contre Roman Reigns a été meilleur. Je pense. Mais après, c'est une question de point de vue. En ce qui me concerne, match de la soirée, et il n'y a même pas de discussion en ce qui me concerne. Le public était chaud bouillant dès le départ, donc je vous ai dit, Edge arrive en blanc et rouge. Le plus gros pop de la soirée, sans aucune compétition, ça a été pour Edge. Le public était ravi de le voir. Edge, pareil que Kevin Owens, pareil que Randy Orton, il a pris tout ce que le public avait à donner. Il l'a pris. Mais tu le sens, quoi. Tu sens les gars qui font ça pour... Tu sens les gars qui font ça pour le public et qui, quand il y a un public, ça leur a manqué, quoi. Vraiment, le public leur a manqué. Je mets pas mes mots dans le bon ordre, mais je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis. Et à ceux qui se posaient la question, est-ce que vous pensez que... ceux qui m'ont posé la question, est-ce que tu penses que Roman Reigns va être hué parce que c'est un heel ou est-ce qu'il va être acclamé parce que son personnage est génial? Le public a joué le jeu et ça a été très très fort. Ils ont hué Roman Reigns de A à Z et c'était très très cool. Ils ont chanté Roman Sucks. Ça a été parfait. Ça a été vraiment parfait. Mais le public a été génial. Hein. Franchement, le public a été génial. Ça fait... Ils vont manquer. Hein. Ils vont manquer. À Raw demain, ils vont manquer. Bref. Est-ce qu'ils vont faire... Non, ils vont pas faire Raw dans le stade, ils vont retourner au Thunderdome. Bon, bref. Et alors, dès le début du match, Jey Uso, le bras droit de Roman Reigns, le lieutenant de Roman Reigns, commence à mettre des super kicks à Daniel Bryan et à Edge, parce que c'est un triple menace, il n'y a pas de disqualification, et à chaque fois je me dis, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas des armes, pourquoi est-ce qu'ils brisent pas les règles, vu que de toute façon il n'y a pas de disqualification. Là, ils se sont même pas posé la question, ils se sont dit, il n'y a pas de disqualification, super kick, voilà. Roman Reigns part avec un avantage, il a quelqu'un qui l'aide aux abords du ring. Ce à quoi Edge a dit, non. il a fait quoi d'abord? Il me semble qu'il a mis un spear à Jey Uso avant, je vais juste vérifier mes notes. Non, il a contré un Irish Whip, il a envoyé Jey Uso dans l'escalier, puis lui a fait un execution sur l'escalier, histoire d'être sûr que Jey Uso ne soit plus un problème. Ensuite, on va se faire une petite soirée diapo, si ça vous pose pas de problème, parce que tout le match a été génial, donc on va faire un point par point du match. Ça va être un peu long, mais écoutez, on est sur du gros kiff. Merci beaucoup à Peraltaro pour tes 100 bits. Si vous atteignez 1000 bits, vous pouvez utiliser l'emote perso Vince McMahon. Je me suis fait plaisir à faire mes petites émotes perso Funko Pop WWE, donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. J'ai écrit au début, c'est très équilibré, aucun des trois ne domine vraiment, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment sur chacun domine une portion du match, mais aucun ne se détache vraiment. Edge contre un Superman Punch avec un execution, il tente pas de faire le tomber parce qu'il sait que ça suffira pas, il se prépare à faire le spear, mais au moment où il court pour faire un spear, Roman Reigns contre avec un Superman Punch, et le spot que vraiment je pensais pas voir, parce que depuis WrestleMania l'année dernière où Roman Reigns devait affronter Goldberg, on parle de match spear contre spear, et je me dis la formulation est un peu maladroite parce que ils vont pas faire spear contre spear, quoi, parce que le spear c'est un plaquage.
Ils vont pas se rentrer dedans l'un l'autre, faire un spear en même temps, enfin c'est pas possible. Edge et Roman Reigns, hold my beer. Ils ont fait spear contre spear. Ils ont dû se latter l'épaule, mais ils l'ont fait. Ils ont eu la même idée en même temps, ils ont fait un spear en même temps, Roman Reigns et Edge. Spot très sympa, un peu impressionnant et très sympa. Ensuite, ah oui, pardon. Faut que j'enchaîne avec mes deuxièmes images. Hop là, voilà. Ensuite, on a eu un spot où Daniel Bryan a fait 2 diving headbutts. Alors, j'ose le dire parce que je pense que c'est pas inenvisageable. Je me demande si c'est pas un clin d'œil à Chris Benoit. C'était une des prises signature de Chris Benoit, le diving headbutt. Chris Benoit qui a été très difficile de parler de Chris Benoit sans... globalement, Chris Benoit a été l'un des meilleurs techniciens, l'un des meilleurs catcheurs techniques de la WWE. Et il a remporté un triple menace, l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania, contre Shawn Michaels et Triple H à WrestleMania 20. Est-ce que Daniel Bryan faisait un hommage à Chris Benoit? C'est possible, mais c'est touchy. C'est touchy, non, on a passé de loin la limite du touchy, parce que bon, Chris Benoit est aujourd'hui surtout connu pour avoir tué sa famille et s'être suicidé après. Donc il y a toujours cette voilà, bon, du coup on va pas s'attarder trop là-dessus. Je me dis, c'est possible qu'il y ait eu un hommage à Chris Benoit là, c'est possible, c'est pas sûr. Ensuite, Daniel Bryan, je regarde juste les images que j'ai après, parce que j'ai pas toutes les images forcément. Daniel Bryan a fait des yes kicks sur Roman Reigns et sur Edge. Roman Reigns a esquivé le dernier yes kick. Daniel Bryan a profité de la confusion pour porter un running knee, sa prise de finition sur Edge, et porter le dernier yes kick sur Roman Reigns, et finir par... il a fait le tomber, je crois. Ouais, il a fait le tomber sur Reigns pour un compte de 2, et il a porté le yes lock sur Roman Reigns. Donc Roman Reigns a déjà abandonné dans le yes lock de Daniel Bryan. Mais Edge revient pour empêcher Roman Reigns d'abandonner. Daniel Bryan se dit OK, et il commence à faire le yes lock sur Edge. Donc ça c'était vraiment cool. Attendez, bougez pas, je regarde mes trucs. Mais Roman Reigns intervient, comment dirais-je, rompt la prise de soumission de Daniel Bryan sur Edge, défonce la gueule de Daniel Bryan, fait un powerbomb sur Daniel Bryan sur Edge, et histoire d'être sûr que Daniel Bryan arrête de faire chier, va à l'extérieur et fait un powerbomb sur Daniel Bryan à travers la table des commentateurs. Et là, un des meilleurs spots de ce match, pas le meilleur d'après moi, mais un des meilleurs. Après ce spot-là, directement après, Edge fait un spear sur Roman Reigns qui était encore en hauteur sur les escaliers. Ça, c'était vraiment très très cool. Ensuite, Edge remet Roman Reigns dans le ring et lui porte un crossface, qui est aussi une des prises de finition de Chris Benoit, la prise de finition de Chris Benoit. Mais je crois que Edge utilise le crossface d'une façon générale. Donc là, c'est possible que ce soit absolument pas un clin d'œil. Et là, on a eu mon spot préféré du match. Daniel Bryan revient dans le ring, et les deux... Enfin, non, Daniel Bryan revient pas dans le ring. Edge était sur le point de réussir à faire abandonner Roman Reigns. Edge, c'est-à-dire que Roman Reigns allait avoir la main qui tape... c'est marrant parce qu'ils ont fait un spot à peu près similaire à TakeOver cette semaine. Roman Reigns allait abandonner pour la deuxième fois de sa carrière en 2 mois. Mais Daniel Bryan interrompt le fait que Roman Reigns allait taper sur le ring et porte son yes lock sur Roman Reigns pendant que Edge porte un crossface sur Roman Reigns. Ce qui n'a aucun sens parce que du coup, mettons que Roman Reigns abandonne, aucun des deux ne gagne parce que ils sont tous les deux en train de faire une prise. Et ça a été mon spot préféré du match. Daniel Bryan commence à mettre... Enfin, Daniel Bryan et Edge commencent à s'échanger des coups de boule, et Daniel Bryan martèle Edge de coups de boule jusqu'à ce que Edge lâche, et on voit Daniel Bryan complètement habité, complètement absorbé par le fait qu'il faut qu'il gagne.
Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très, très bon dans ce match. C'est que Edge et Daniel Bryan ont été corrompus, j'ai envie de dire, par leur côté heel. Leur côté... parce que Edge, son côté heel, c'est que c'est l'ultime opportuniste. Daniel Bryan, son côté heel, qu'on a vu fin 2018. Daniel Bryan, son côté heel, qu'on a vu fin 2018, c'est que quand il a un match pour un titre mondial, il est prêt à tout pour gagner. Et quand il est devenu champion, il avait ce regard vide où rien ne compte à part le titre. Et là, on a retrouvé ce Daniel Bryan là. Et je crois que c'est à partir de là que ça a commencé à provoquer la perte de Daniel Bryan et de Edge. C'est-à-dire que Daniel Bryan, prêt à tout pour le titre, commence à mettre des coups de boule dans la tête de Edge. Que je dise pas de bêtises. Il allait mettre un running knee sur Edge ensuite, mais Edge a réussi à le contrer avec un spear. Est-ce que j'ai une image pour ça? Oui, Edge contre avec un spear. Ensuite, Edge porte un spear sur Roman Reigns. Là, Edge a gagné le match, quoi. C'est-à-dire que Daniel Bryan vient de se prendre un spear. Roman Reigns, qui vient de se prendre une double prise de soumission, vient de se prendre un spear en plus. Edge tente le tomber. Et Daniel Bryan, c'est-à-dire au bout de sa vie, quoi. Vraiment le réflexe. Daniel Bryan sort l'arbitre du ring alors que l'arbitre était en train de compter le tomber. De faire le compte de 3. Et là, Edge... ça réveille quelque chose chez Edge. C'est-à-dire que là, Daniel Bryan vient effectivement de voler la victoire de Edge. Et ça passe pas. Là, Edge pète un plomb. Edge va à l'extérieur du ring, prend 2 chaises et s'apprête à porter alors ça s'appelle un concerto. Globalement, c'est l'arme ultime de Edge. Parce que c'est pas présenté comme une prise très forte, si vous voulez, comme une prise de finition. C'est vraiment présenté comme la prise qui va... te mettre sur la touche pendant plusieurs semaines. C'est vraiment présenté comme la prise qui va te... Si vous voulez, Edge pète un cap, quoi. Edge va trop loin. Il va chercher donc ces 2 chaises. Il met la tête de Daniel Bryan sur une chaise. Il met la tête de Roman Reigns sur une chaise. Il fait un concerto sur Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan, c'est fini. Daniel Bryan, il est plus dans le match. À partir de là, tu peux être sûr que Daniel Bryan ne reviendra plus. Et au moment où il s'apprête à faire pareil pour Roman Reigns, de nulle part, Jey Uso arrive. Mais Jey Uso arrive juste à mettre un super kick à Edge, juste le temps de sauver son cousin, le temps de sauver Roman Reigns. Edge revient avec un spear sur Jey Uso et commence à tabasser Jey Uso avec la chaise. Mais évidemment, Roman Reigns profite de la distraction pour porter un spear, je crois. Ouais, pour porter un spear sur Edge et pour faire un concerto sur Edge. Roman Reigns met la tête de Edge sur une chaise, met un coup de chaise dans la tête de Edge, et parce qu'il est absolument génial, Roman Reigns empile Edge sur Daniel Bryan et fait le tomber sur les 2 hommes pour conserver son titre. Ce que je trouve vraiment très bon, c'est que c'est la tendance heel de Daniel Bryan et de Edge qui a permis à Roman Reigns de gagner. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés bouffer par le côté obscur et finalement, c'est celui qui était, depuis le début, totalement dans le côté obscur, qui a gagné. Ils se sont entre-déchirés entre eux, ils ont essayé de se voler la victoire l'un l'autre, ils ont essayé de tricher l'un l'autre, ils ont essayé de passer les limites l'un l'autre, et en fin de compte, celui qui baigne dans cet élément-là, celui qui assume pleinement son côté tricheur, quoi, c'est parce que Roman Reigns garde son titre en trichant depuis longtemps, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui en a profité. Je trouve cette histoire géniale. Et en plus de ça, laisser le titre sur Roman Reigns, à long terme, c'est la meilleure idée. Parce que Daniel Bryan et Edge, l'essentiel de leur carrière est derrière eux. Que Roman Reigns... Roman Reigns, c'est le présent, c'est le futur. Et en plus, la ceinture lui apporte énormément pour son personnage. Je pense que Roman Reigns était la bonne décision. Et j'ai adoré ce match. J'ai adoré ce match. Il était vraiment très très bon. Il était vraiment très très bon. Les pronostics. Donc les pronostics que j'ai accumulés sur... Il y a des gens qui te disent coucou sur le chat, mon cœur. Voilà. Les pronostics, ce sont des points qui ont été accumulés sur les 2 nuits de TakeOver et les 2 nuits de WrestleMania.
À la dernière place, nous trouvons cette pauvre Camille avec un score de 12. Et en même temps, Camille a beaucoup pronostiqué des victoires de Babyface, et c'est surtout des heels qui ont gagné à WrestleMania. Il faut bien une perdre, hein, comme on dit dans le milieu sportif. À la deuxième place, nous avons moi avec un score de 14. Et vous savez donc ce que ça veut dire à la première place. C'est vous qui avez eu les meilleurs pronostics avec un total de 18. Félicitations à vous, félicitations à tous ceux qui ont donné leurs pronostics dans les bilans, dans les lives de pronostics. Vous avez gagné. Félicitations à vous. Plus de je sais pas quoi sur vous. Vous savez quoi, je vais offrir des abonnements pour ça. Voilà, je vais offrir 20 abonnements à la communauté au hasard pour ça. Concernant le sondage, je vais vous donner le résultat tout de suite. À la dernière place des matchs de la soirée, nous avons égalité avec un vote chacun. Biggie contre Apollo Crews à la dernière place, ainsi que The Fiend contre Randy Orton, ce qui n'est pas surprenant. À l'avant-dernière place, enfin plutôt à l'avant-dernière place, à l'antépénultième, raté. À l'antépénultième place, comme on dit quand on essaye d'avoir la classe mais qu'on n'y arrive pas parce qu'on parle avec un fer à cheval dans la bouche. On a Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalia avec 4 votes. À la à la troisième place à la quatrième place, nous avons Rhea Ripley contre Asuka avec 11 votes, avec 7% des voix. À la troisième place, nous avons Riddle contre Sheamus avec 13 votes, 8% des voix. À la deuxième place, nous avons Sami Zayn contre Kevin Owens avec 15% des voix, mais avec une écrasante majorité. Nous avons évidemment, je suis pas surpris, on va dire ça comme ça, Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan avec 2 tiers des voix. 109 personnes ont voté pour Daniel Bryan contre Edge contre Roman Reigns sur 163 personnes qui ont donné leur vote. Merci à tous pour votre implication, merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour ce week-end, c'est un week-end, pour ce week-end de WrestleMania, pour cette semaine d'une façon générale. La semaine n'est pas encore finie puisque demain nous allons faire le récap du Raw après WrestleMania qui historiquement est régulièrement un gros épisode de Raw, donc il est possible qu'il se passe plein de choses sympas. Si vous hésitez, n'hésitez surtout pas. Mais c'est nul ce que je dis. Si vous vous posez la question, n'hésitez surtout pas et passez nous voir, ça sera à midi. Donc voilà, demain réveil 7h, pour pour regarder Raw et pour faire le débrief avec vous en live sur Twitch. Retrouvez le replay sur Link's Catch sur YouTube évidemment. Et ça a été vraiment très très cool. C'est pas fini, on fera le bilan de cette semaine demain. Mais déjà, je peux vous dire que ça a été un vrai plaisir de partager tout ça avec vous. Très bonne soirée à tous et à demain pour le débrief du Raw après WrestleMania. Salut tout le monde.